Lorsqu'on est heureux de tourner le dos au mal parce que c'est laid et que ça nous cause la détresse, on se ferme les yeux et on devient complice de sa continuation. Petit à petit, on devient aussi coupable que ceux qui commettent l'acte car on leur a montré par notre silence que c'était acceptable. Cette citation provient de la grande autrice Anne Perry, dont on va parler plus tard. L'après-midi du 22 juin 1954, le corps de Honora Reaper, de 45 ans, est retrouvé dans le parc Victoria, dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. La victime comportait des lacérations profondes à la tête, au cou, sur la poitrine et quelques coupures sur les mains. Avant de mourir, Honora était accompagnée de sa fille Pauline Parker ainsi que son amie Juliette Home. Qu'est-ce qui s'est passé en ce bel après-midi de juin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous raconter le crime le plus célèbre de la Nouvelle-Zélande qui a inspiré des dizaines et des dizaines d'œuvres à travers les années. Restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une longue vidéo assez difficile. Vous allez voir, là, ça fait quand même longtemps, fait que je pense que c'est facile d'avoir un recul. Ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est loin, c'est ça, c'était une autre époque. Fait que c'est facile un peu justement de dire « Ah, ça fait tellement longtemps que c'est pas grave ». Mais moi, tout au long de mes recherches, je gardais toujours en tête « Et si c'était ma mère? Est-ce que je serais capable de faire ça à ma mère? Et si c'était ma mère qui vivait tout ça? » Puis ça m'a permis de garder une sensibilité face à cette histoire-là, parce que c'est ça, quand ça se passe ça fait, 70 ans, là, c'est dans les années 50, c'est ça, des fois, on oublie que ça s'est passé pour vrai puis qu'il y a eu des vraies victimes. Fait que pensez ça tout au long de la vidéo. Et si c'était ma mère? Et si c'était ma mère? Puis ça va vraiment changer la donne, vous allez voir. Fait que passons au sponsor et après à la vidéo. Saviez-vous que la mission de NordVPN et d'améliorer l'expérience de chacun sur Internet? Grâce à NordVPN, il ne devrait plus y avoir de menaces en ligne, de censure ou de surveillance. Ça fait déjà un moment que je fais affaire avec NordVPN, là, je vous le dis à chaque vidéo presque, et j'en suis fière car NordVPN est considéré comme le VPN le plus rapide sur la planète. C'est pas rien, ça. C'est sûr que je m'en sers pour protéger mes informations personnelles, surtout. Puis tu sais, moi, je connais pas tant ça, l'Internet. Ben non, je connais ça, là, c'est pas vrai. Mais, tu sais, tout ce qui est question de sécurité d'Internet, je connais pas tant ça. Fait que le fait de juste activer un VPN, on dirait que ça me sécurise. C'est comme la bonne affaire que je dois faire, puis j'ai pas ce petit stress-là, justement, de me faire hacker ou quoi que ce soit. Et en plus, ben ça m'arrive de voyager pour le travail ou pour le plaisir, tout simplement. Et je trouve ça cool d'avoir NordVPN parce que je peux être à jour dans mes émissions. Là, ça fait un petit moment, mais j'étais allée à Paris, puis moi, je suis une grande fan de Survivor Québec, puis d'Occupation Double, puis ces émissions-là. Puis à chaque fois que je voyage, je suis comme « Oh merde, je vais perdre une semaine d'Occupation Double. » Gros problème. Mais grâce à NordVPN, je peux continuer à suivre mes émissions, même à distance. Donc en plus de ça, vous pouvez vous connecter jusqu'à 6 appareils, donc iPad, ordinateur portable, votre téléphone cellulaire, votre télévision, bref, c'est pratique pour ça. En plus de ça, la compagnie offre un service client 7 jours sur 7, mais aussi une garantie de satisfaction de 30 jours, sinon vous serez remboursé. En ce moment, NordVPN offre une promotion pour tous mes abonnés, donc prenez l'abonnement de 2 ans et obtenez 4 mois supplémentaires gratuits ainsi qu'un rabais énorme. Vous n'avez qu'à utiliser le code promo Victoria Charlton VPN ou à cliquer sur le lien qui est inscrit ici, mais qui va se trouver dans ma barre d'infos. Je vous promets, vous allez être satisfait, j'en suis sûre à 100%. Et maintenant, passons à la vidéo. This is not a test. Le
Le parc Victoria de Christchurch est surtout reconnu pour ses longs sentiers de randonnée pédestre, mais aussi pour sa vue panoramique sur toute la ville de Christchurch. Apparemment, c'est une vue magnifique. C'est vraiment un endroit qui est reconnu comme étant un endroit apaisant, zen, calme, qui fait du bien, où on peut s'y ressourcer. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a eu un drame à cet endroit il y a plus de 70 ans. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont se balader à cet endroit, puis pour une raison inexplicable, ils vont sentir un profond malaise d'être à cet endroit-là. Ils vont sentir des frissons, un sentiment de mal-être, et ils n'arrivent pas à savoir pourquoi. Mais lorsqu'ils apprennent qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, là, c'est plus facile de comprendre. Il était environ 15h30 quand Agnès Ritchie, une femme qui a un commerce de crème glacée, a vu au loin 2 jeunes filles arriver en trombe à son commerce. Elles étaient agitées, paniquées, essoufflées et avaient les vêtements tachés de sang. En panique, hystérique, les 2 filles n'arrivent pas à formuler des phrases complètes. Elles ne font que demander à Agnès de l'aide, de les aider, d'appeler les secours. Il y a l'une d'elles qui dit « S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Ma maman s'est fait mal, maman est terriblement blessée, elle est morte. » L'autre femme renchérit de plus belle et dit « C'est sa mère, elle est blessée, elle est pleine de sang, s'il vous plaît, aidez-nous quelqu'un. » Agnès remarque que l'une des adolescentes est carrément en crise de panique là, ça va pas du tout. Tandis que l'autre est beaucoup plus calme, plus silencieuse. Donc là, elle appelle les secours, mais garde quand même un œil sur les 2 filles pour pas qu'elles fassent quelque chose, qu'elles s'enfuient ou quoi que ce soit. Donc avant de continuer, on va justement parler de ces filles-là. C'est qui exactement? Commençons par Juliette Holm, née en octobre 1938, qui a 15 ans au moment des faits. Juliette est considérée comme une vraiment belle fille pour son âge, là, une belle fille de 15 ans. Elle est plutôt grande, elle a une belle figure, c'est vraiment un modèle typique de beauté. La jeune Juliette a aussi grandi dans une famille plutôt aisée. Son père, le docteur Henry Holm, c'est le recteur de l'université Canterbury et il est marié avec Hilda, une femme très belle, très élégante, qui a transmis sa beauté à sa fille Juliette. C'est sûr que tout ça s'est passé à une autre époque, fait que c'est difficile de lire ça avec un regard d'aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, là, ça peut être choquant même. Mais Hilda n'a jamais été considérée comme une femme très maternelle ou chaleureuse. Non, je dirais qu'elle était même plutôt froide. Elle avait beaucoup de difficultés à s'occuper de sa fille. En fait, quand le petit frère de Juliette est né, Juliette n'avait que 5 ans, sa mère a probablement fait une dépression postpartum non diagnostiquée à cette époque-là, mais elle est devenue très fatiguée puis elle était pas capable de s'occuper de ses 2 enfants. Donc, elle a envoyé Juliette, âgée d'à peine 5 ans, chez l'une de ses amies pour qu'elle s'en occupe pendant plusieurs mois, son amie Nancy. Et bon, c'était probablement pour sauver la mère aussi qu'on a fait ça, mais c'est sûr que Juliette, elle s'est sentie extrêmement rejetée à ce moment-là. Ben, elle a dû se sentir rejetée. Ça a dû être difficile pour elle de dire genre, ma mère veut plus s'occuper de moi, puis elle m'envoie des mois chez une de ses amies. Puis effectivement, quand Juliette est revenue à la maison, elle n'était plus pareille. Elle était devenue une enfant très, très difficile, qui était très jalouse de son petit frère, et elle avait un mauvais caractère, un caractère très difficile. Et là, pas longtemps après, Juliette a souffert d'une pneumonie et d'une bronchite, ce qui peut être quand même dangereux aujourd'hui, fait qu'à l'époque, ça l'était encore plus. Et encore une fois, au lieu que sa mère en prenne soin, mais tu sais, c'est une autre époque, puis peut-être aussi que c'était une manière pour eux de prendre soin de leur fille, mais la petite Juliette a été renvoyée chez d'autres amis des parents, de ses parents, qui habitent aux Barbades, fait qu'ils sûrement qu'ils se sont dit, bon, mais le beau temps, la chaleur va guérir ses poumons. Fait qu'elle est partie, là, sur une longue période de temps, on parle de genre plusieurs mois, sans ses parents, puis elle avait à peine 8 ans. Fait que c'est super triste. Enfin, Juliette était vraiment dans son monde à elle. Tu sais, elle aimait jouer seule, elle aimait s'inventer des jeux, elle avait une très grande imagination. Mais malheureusement, ça faisait qu'elle avait quand même de la difficulté à se faire des amis. Tu sais, Juliette était super charmante, était mignonne comme tout, mais plusieurs la décrivaient comme étant
étrange. En 1953, Juliette, rendue à 14 ans, elle a changé d'école et elle a intégré l'école Christchurch Girls High, où elle est entrée vraiment la tête haute avec plein d'assurance parce que son père, puis même la maison où elle vivait, était quand même reconnue à Christchurch. Son père, c'était un physicien, professeur d'université, et elle vivait dans une grande maison de riches. Même que sa mère, elle commençait à être connue aussi en ville parce qu'elle était animatrice radio. Fait que ses parents avaient comme une grande renommée. Et c'est pas mal à cette école-là que Juliette va rencontrer sa future meilleure amie, Pauline Parker. Pauline Parker est aussi née en 1938, au mois de mai. Elle a 16 ans au moment des faits. Plus jeune, elle était décrite comme une petite fille bien normale, là, régulière si on veut. Mais elle aussi, à l'âge de 5 ans, elle est tombée bien malade. Là. Elle a eu une infection aux os de la jambe, ce qui faisait, c'était extrêmement douloureux. Elle pouvait pas marcher. Toute la nuit, ça la réveillait, la douleur. Et ça a duré environ 2 ans, cette infection-là. Puis même encore aujourd'hui, même rendue à l'âge de 16 ans, elle avait de la difficulté à marcher sans boiter. Là. Puis ça lui faisait toujours un peu mal. Des fois, elle se réveillait la nuit en pleurant de douleur. Puis ça faisait que, malheureusement, adolescente, elle pouvait pas vraiment faire d'activité physique comme les autres jeunes de son âge, pas de sport. Fait qu'elle avait des hobbies un peu plus solitaires, comme de la poterie, de la plasticine et l'ébénisterie. Pauline Parker est assez différente physiquement de Juliette. Donc, elle était un petit peu plus costaude. Elle avait aussi la peau très, très pâle, les cheveux foncés. Et elle avait quand même un peu moins de charme naturel que son amie. Disons qu'elle était pas tant appréciée. Même sa sœur Wendy dit que elle avait l'habitude de crier puis de faire une crise lorsqu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Et il faut le dire, Pauline n'était pas issue d'un milieu aussi aisé que Juliette, pas du tout. En fait, elle vivait dans une petite maison sale, délabrée, puis il y avait beaucoup de monde dans la toute petite maisonnée. Honora, qui est surnommée aussi Nora, elle travaillait comme secrétaire et le père, Bert, travaillait comme poissonnier. Mais malgré tout ça, malgré leur classe un peu plus humble, si on veut, c'était une famille très heureuse, aimante. Et avant qu'elle rencontre Juliette, Pauline était une petite fille super obéissante, qui s'entendait bien avec ses parents, elle était polie. Et même la mère, Nora, était une mère très douce, gentille, qui parfois s'impatientait et critiquait ses enfants. Mais je pense que c'est assez normal. Bon, elle était fatiguée, mais aussi... C'est pas toujours facile, la relation comme mère-fille à l'adolescence, fait que c'était pas l'idéal, mais ça va vraiment, vraiment se dégrader et changer lorsque Pauline va rencontrer Juliette. Les deux filles ont tout de suite connecté, notamment sur les hobbies. T'sais, les deux filles aimaient beaucoup la poésie, la lecture, mais aussi... Elles ont connecté sur leur enfance, tu sais. Elles ont toutes deux eu une maladie qu'ils ont pas mal isolée de leur famille. Donc, elles ont grandi les deux en jouant seules, en étant plus solitaires, plus imaginatives également. On voyait tout de même d'un regard extérieur qu'il y avait une drôle de dynamique entre les deux. Disons que Juliette est un petit peu plus... dominante dans la relation. Donc, c'était pas mal elle qui prenait toutes les décisions, tandis que Pauline était un petit peu plus soumise, mais je pense pas que ça les dérangeait, les deux filles. En fait, ça leur convenait, puis les deux filles s'aimaient beaucoup. Les soirs et week-ends, les deux filles dormaient l'une chez l'autre. Elles étaient tout le temps ensemble. C'est sûr que les deux filles aimaient plus aller chez Juliette, qui avait une très grosse maison. Pauline préférait ça. Puis Pauline adorait les homes, tu sais, elle aimait... qu'il soit autant classe, élégant, tu sais, il buvait du vin, des châteaux neufs du pape un mercredi soir, tandis que chez elle, c'était différent, c'était comme plus une classe ouvrière, si on veut, fait que les habitudes étaient différentes. Pauline aimait admirer les belles œuvres d'art, les livres par centaines chez les Home, elle les aimait vraiment beaucoup, les admirait. Et plus elle passait du temps avec eux, moins elle aimait sa propre famille, plus elle en avait honte et plus elle leur en voulait d'être ce qu'ils sont. Bref, ensemble, les filles faisaient tout, tu sais, des pique-niques, des nuits blanches dehors, de l'équitation, des balades en vélo jusqu'à la plage. L'amitié de Juliette et Pauline s'est très rapidement développées. Elles étaient toujours ensemble,
À l'école, elles marchaient main dans la main, elles s'isolait du reste de leurs camarades de classe. Elles étaient toujours en train de parler, chuchoter ensemble, se dire des secrets, à un point tel que les professeurs commençaient à trouver que cette relation entre les deux filles était malsaine. Par exemple, à un moment, la directrice de l'école a rencontré la mère de Juliette pour lui faire part de ses inquiétudes par rapport à l'amitié des deux filles. Et là, je vous rappelle, là, on est dans les années 50, c'est une autre mentalité, mais la directrice a dit à Hilda, la mère de Juliette, je s'inquiète que ça soit plus que de l'amitié entre les deux filles, qu'il y ait peut-être une relation d'amour entre les deux. Donc, en gros, elle avait peur que les deux filles soient lesbiennes. Encore là, autre époque, autre mentalité. Et ça, ce statut de lesbienne qu'on leur a assigné comme si c'était quelque chose de négatif, va vraiment les suivre tout au long de l'histoire, vous allez voir, parce que même qu'on va décréter que c'est une maladie mentale, puis que c'est pour ça qu'elles ont agi comme elles ont agi, mais on va y revenir. Mais ça, c'est dès l'école secondaire, là, on leur a mis le statut de lesbienne, alors que réellement, bon, c'est sûr, les filles prenaient des bains ensemble, elles étaient toujours ensemble, se tenaient par la main, mais ça veut rien dire. Peut-être qu'elles étaient lesbiennes, peut-être qu'elles étaient aussi en phase exploratoire, peut-être que aussi c'était juste des très bonnes amies, mais c'est ça, ça inquiétait leur entourage, mais la mère de Juliette était quand même ouverte, open-minded pour les années 50, fait que ça l'inquiétait pas, elle était juste contente que sa fille ait une bonne amie. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, puis ce qui est intéressant dans le livre que je vais vous recommander à la fin, c'est que les deux filles gardaient un journal intime, donc ça nous permet vraiment d'avoir un accès direct à leurs pensées, à ce qu'elles faisaient dans une journée, à ce qu'elles croyaient, ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas. Juste un exemple ici, il y a un extrait où Pauline dit qu'elle croit fermement que elle et Juliette, c'est des génies. Je vais vous lire l'extrait que j'ai traduit moi-même. Nous avons décidé. C'est si triste pour les autres qui ne peuvent pas apprécier notre génie. Mais nous espérons que le livre leur permettra de le faire un peu, même si personne ne peut l'apprécier. Malheureusement, ce sera pas long que leur génie et leur amitié sera menacée. En 1953, Dr. Holmes, donc le père de Juliette, s'est fait offrir d'aller représenter l'université de Canterbury dans un congrès à l'étranger. Et évidemment, sa femme Hilda était folle à l'idée de voyager avec son mari. Donc, ils ont tous les deux organisé comme un gros voyage, un gros plan de voyage pendant 3 mois. Donc, le plan était de partir le 28 mai et de revenir à la fin du mois d'août, donc partir tout l'été. Et bien sûr, pour Pauline et Juliette, c'était une catastrophe. Comment les filles allaient pouvoir être séparées aussi longtemps? Heureusement, Honora, la mère de Pauline, a offert au Home de garder Juliette à la maison tout le temps du voyage pour que les deux filles soient pas séparées. Malheureusement, il y a un événement qui va venir tout chambouler. Le 15 mai, Juliette a été diagnostiquée avec une tuberculose, donc une maladie infectieuse très contagieuse. Elle a dû être internée d'urgence le 21 mai dans un sanatorium. Encore une fois, c'est horrible parce que les parents de Juliette, ils ont quand même décidé de continuer avec leur plan de voyage. Donc, ils sont partis comme 5 jours plus tard que leur fille soit internée. T'sais, on parle quand même d'une maladie très dangereuse à l'époque, possiblement mortelle, puis tu pars en voyage, puis tu laisses ta fille toute seule. C'est très triste, puis on peut voir que ces petits événements-là, c'est sûr qu'ils ont créé des traumatismes chez Juliette quand on connaît la suite. Donc la pauvre Juliette s'est retrouvée seule, internée, sans visite de ses parents, de ses amis, puis veut pas, ça a dû la replonger comme quand elle avait 5 ans. Elle a dû se sentir terriblement abandonnée et seule au monde. Heureusement, elle avait Pauline avec qui elle écrivait des lettres sans arrêt. Là. Donc elles se sont écrites tout le long qu'elle était internée, tandis qu'à sa mère, elle lui a juste écrit 2 lettres durant sa convalescence. Puis après, sa mère lui en a voulu, puis elle dit « j'essayais de la joindre, puis elle m'a juste répondu 2 lettres, fait qu'elle voulait pas que je la voie, puis elle était comme en colère contre sa fille, alors que, d'un point de vue extérieur 2024, c'est pas mal elle qui a mal agi, là. » Donc, Juliette, âgée de 14 ans seulement, a passé 112 jours au sanatorium,
et elle n'a pas vu ses parents du tout durant son séjour, ni avant leur retour de voyage le 30 août. Et c'est comme si le fait d'être un peu abandonnée par ses parents durant sa maladie a fait qu'elle s'en est éloignée encore plus et s'est encore plus raccrochée à Pauline, sa meilleure amie, qui était carrément devenue sa raison d'être. Et à la maison, ça n'allait pas mieux. Juliette était de plus en plus hostile envers ses parents. Elle désobéissait, les insultait. Elle faisait des crises et, encore plus triste, elle ne pouvait pas retourner à l'école parce qu'elle était encore très faible, malade. Donc, elle était seule à la maison avec ses parents, avec qui elle ne s'entendait pas très bien. Ça a dû être une période très difficile et parfois plus on s'isole, moins ça va bien mentalement. Mais c'est pas juste Juliette qui allait mal, Pauline aussi. Elle avait développé un trouble alimentaire assez grave, donc elle ne mangeait plus, ce qui faisait même que ses règles avaient arrêté. Puis ça doit être tellement difficile pour l'entourage parce que justement, sa famille ne savait plus quoi faire, sa mère ne savait plus quoi faire pour que sa fille s'alimente. Donc, elle a dû menacer sa fille que si elle recommençait pas à manger, elle n'aurait plus le droit de voir Juliette. D'ailleurs, je veux juste dire ici, les deux filles changeaient toujours de nom, donc elles se donnaient d'autres noms. Donc, Pauline appelait Juliette Déborah, puis Juliette appelait Pauline Gina. Fait que ça peut devenir mélangeant, mais on veut juste les appeler Pauline et Juliette. Les filles adoraient se donner des noms. Donc, je vais vous lire un extrait du journal de Pauline par rapport au fait d'être punie et de ne plus voir Juliette. « Cette pensée est trop terrible. La vie serait invivable sans Déborah. J'ai appelé Déborah et je lui ai fait part de cette menace. J'aimerais mourir. Ce n'est pas qu'une impulsion temporaire. Depuis 2 ou 3 semaines, j'ai décidé que c'était la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Et de penser à la mort ne me fait pas peur. » Clairement, on peut voir que les deux filles ne vont pas bien mentalement. Et là, les parents commencent à constater qu'effectivement, la relation entre les deux filles est malsaine. Juste un petit exemple, j'ai l'impression que c'est quasiment ésotérique, mais par exemple, quand Pauline allait visiter Juliette à sa maison, quand elle repartait ensuite, Juliette tombait malade automatiquement tellement qu'elle devait être alitée pendant 2-3 jours. C'est comme si sa séparation de Pauline la rendait malade. Et ce qui faisait peur aux parents, oui, j'ai dit que la mère de Juliette était quand même open-minded, mais pour le reste des parents, ils soupçonnaient aussi une homosexualité entre les deux filles, et encore à cette époque-là, ils étaient pas très chauds à l'idée. Il faut dire aussi à ce moment-là que la relation entre les parents de Juliette n'allait pas bien du tout. En fait, Hilda, elle avait un amant, Bill Perry, puis elle a été surprise au lit avec lui par son mari. Mais c'est vraiment spécial parce qu'ils vont finir par habiter les 3 ensemble, là, puis ça va être vraiment critiqué. Vu d'un drôle de regard. Mais bon, fait que l'idée du divorce était dans l'air. Et pour Dr. Holmes, même au travail, ça allait pas très bien. Il sentait que les autres cadres de l'université le poussaient à démissionner de son emploi de recteur. Et ce qu'il a fait, il a écrit une lettre à l'université là, pour annoncer qu'il démissionnerait à partir de janvier 1955 et qu'il quitterait la Nouvelle-Zélande carrément. Et le plan, c'était pour lui justement de partir en Angleterre au mois de janvier, d'aller se trouver un emploi stable, et pendant ce temps-là, Hilda resterait à la maison avec les enfants. Comme ça, ça laissait le temps à Juliette de se remettre complètement de sa maladie. Ensuite, à l'été, on prévoyait qu'elle quitte pour l'Afrique du Sud où vivait la sœur de son père, donc la tante de Juliette. Elle irait passer là, puis un peu plus tard, pour le début de l'année scolaire, elle irait rejoindre son père en Angleterre. Fait que le plan, c'était que Juliette quitte la Nouvelle-Zélande, puis je pense que les deux parents voyaient que c'était une bonne idée parce qu'ils constataient que la relation de Juliette avec Pauline n'était pas saine, fait qu'ils voulaient comme les éloigner. Mais vous comprendrez que pour Juliette et Pauline, ce plan était désastreux, c'était impossible pour ces deux filles-là d'être séparées à vie. Pour calmer le jeu, Hilda a pensé à un plan. À un moment, elle a dit à Pauline, « Pauline, tu pourrais accompagner Juliette en Afrique du Sud, passer l'été ensemble, et ensuite, les deux filles, vous pourrez vous rendre ensemble en Angleterre. » Ce qui est un plan impossible, là, on s'entend, mais les deux filles sont jeunes, là, ils ont 14-15 ans, fait qu'elles croyaient les deux que c'était le meilleur plan, puis que c'était sûr que ça allait arriver.
la réalité est une autre affaire. Même que le père de Juliette a renchéri en disant « Eh ben oui, Pauline, très bonne idée, accompagne-nous, on va même payer ton billet d'avion. » Mais l'affaire, en fait, qu'on ignore, que les filles ignoraient, c'est que à aucun moment, les parents de Juliette ont écrit à Honora, la mère de Pauline, parce que, bon, ils savaient qu'elle n'allait pas accepter, mais le plan, c'était aucunement que Pauline les accompagne, c'était juste pour un peu calmer la rébellion des filles, parce qu'à ce stade-ci, les filles parlaient de s'enfuir, de faire une fugue et d'aller vivre aux États-Unis. Fait que les parents, ils ont dit, garde, on va les calmer, on va inventer un plan, mais ça va pas se réaliser. Et la réalité, c'est que Honora et Bert, les parents de Pauline, étaient plus que ravis que Juliette quitte le pays, parce qu'enfin, ça allait mettre fin à leur relation d'amitié. Et Pauline, elle, elle s'est fait offrir par le père de Juliette d'aller en Afrique du Sud, de se faire payer le billet, mais Pauline n'en a pas parlé à ses parents parce qu'elle savait qu'ils allaient refuser, c'est sûr, donc elle devait penser à un plan. Elle était persuadée que son père accepterait. Elle disait « Ah, mon père va s'en foutre, il va accepter avec plaisir », mais elle savait que la personne qu'elle devait convaincre, c'était sa mère. Donc elle devait trouver un plan pour tasser sa mère ou un peu la tromper. Donc le déménagement était prévu pour le 3 juillet. Dr. Home et Juliette quitteraient le pays. Donc le temps pressait, le temps avançait. Il fallait trouver une solution et vite. C'est là que Juliette et Pauline ont commencé à mettre en branle un plan d'action pour que Pauline puisse partir avec la famille de Juliette. Pour elle, la solution était assez simple et évidente. Il fallait éliminer Honora pour qu'elle puisse passer le reste de leurs jours ensemble. Rendu le 19 juin, leur scénario était déjà monté. Il ne fallait que l'exécuter, soit de tuer Honora Reaper. Donc pour les filles, c'était pas très compliqué à faire. L'événement aurait lieu le 22 juin. Il fallait que la mort d'Honora ait l'air d'un accident. Et comme ça, elles auraient de bonnes chances de ne pas se faire attraper. Et elles pensaient même à un plan B. Elles se disaient que, au pire des pires, elles vont se faire arrêter, vont se faire reconnaître coupables, mais elles vont être envoyées en prison 6-7 ans. Elles sont mineures, tu sais. Elles vont pas être envoyées en prison pour toute la vie. Mais ça, c'était un petit prix à payer pour ne jamais être séparées. Il faut dire qu'à la base, l'idée venait entièrement de Pauline, et quand elle en a fait part à Juliette, au départ, Juliette était pas sûre, elle hésitait, mais bien vite, elle est embarquée dans l'idée à pieds joints. Donc, le 22 juillet, les filles demanderaient à Honora de les accompagner au parc Victoria pour passer un bel après-midi d'été tout ensemble. Et Pauline savait qu'elle devait être extra gentille avec sa mère d'ici là, parce que si elle se disputait avec elle, bien évidemment, Honora changerait d'idée et voudrait pas accompagner sa fille Juliette au parc. Et c'est ce qu'elle a fait, et ses parents l'ont remarqué, là, le comportement de Pauline avait beaucoup changé. Donc, par exemple, le dimanche soir, le 20 juin, il y avait une très belle harmonie dans la maison, comme ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Le lundi suivant, le 21 juin, Pauline et sa mère s'entendaient à merveille, elles jasaient de tout et de rien, même que Pauline faisait des blagues pour faire rire sa mère, et même qu'elle accomplissait des tâches dans la maison sans que sa mère lui demande avant. Donc le bon moment arrivé, Pauline a demandé à sa mère de l'accompagner, elle et Juliette, le lendemain après-midi au parc Victoria pour passer un après-midi de filles. Et effectivement, Nora a vu ça comme une très belle opportunité de se rapprocher de sa fille, de passer une journée mère-fille, et elle s'est dit, en plus, Juliette va venir avec nous, fait que ça va être un peu son party d'adieu, un après-midi d'adieu, parce que Juliette allait partir pas très longtemps après. Et en plus de ça, Pauline s'était comme trouvé un emploi d'été, fait que sa mère était tellement fière d'elle, elle s'entendait bien avec elle, depuis 3 jours, ça allait à merveille dans la maison, fait qu'elle était vraiment sur un nuage. La veille, à 20h45, Pauline était déjà au lit, et elle a écrit dans son journal. « Je me sens très fébrile. Comme si j'avais organisé un party surprise. Maman est tombée magnifiquement dans le piège et l'événement heureux prendra place demain en après-midi. Donc, la prochaine fois que j'écrirai dans mon journal, maman sera morte. C'est tellement bizarre de penser à ça,
mais très plaisant à la fois. Même que le lendemain matin, Juliette s'est réveillée de bonne heure, de bonne humeur aussi. Elle a pris le temps d'écrire dans son journal. Il y a un titre, Le jour de l'événement heureux. Et en dessous, c'est écrit « J'écris un peu ici, quelques heures avant sa mort. Je me sentais très excitée la nuit passée, un peu comme la veille de Noël. Par contre, je n'ai pas fait de beaux rêves. Je vais bientôt me lever. » Ce matin-là, Juliette, de son côté, était aussi fébrile que Pauline. Avant d'aller la rejoindre chez elle, Juliette a comme attrapé une brique qui était à côté de son garage. Là, il y avait une pile de briques. Elle en a pris une pour leur plan d'action. Sa famille a même remarqué que Juliette était comme plus heureuse que d'habitude. Elle était enjouée, elle jasait. Elle est vraiment là, très, très excitée de ce qui s'en venait. Et même dans l'auto, pour aller porter sa fille, Dr. Home était agréablement surpris du sourire enjoué de sa fille. Et ça faisait vraiment changement d'habitude parce que normalement, elle était pas de bonne humeur. Donc avant de partir au parc, les filles ont lunché chez Pauline. Elles ont mangé avec les parents de Pauline. Et encore une fois, elles étaient full de bonne humeur, heureuses, excitées, faisaient des blagues. Même que les parents de Pauline riaient à leurs blagues. Puis ils se disaient, mon Dieu, ça va bien quand même, les filles sont de bonne humeur. Le 22 juin, c'était le solstice d'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est l'hiver, mais il faisait quand même chaud à Christchurch cette journée-là. 18 degrés Celsius, donc ça battait des records de saison. En arrivant au parc, les filles, accompagnées de Honora, se sont arrêtées dans un petit salon de thé pour prendre le thé. Il était 14h30. Donc, Honora a commandé comme une grosse théière avec des petits gâteaux et des boissons gazeuses pour les filles. C'est Agnès Ritchie, dont j'ai parlé au début de la vidéo, qui a servi les filles. Elle a rien remarqué d'anormal. Elle s'est rendue compte que c'était un groupe assez silencieux, mais sinon, elle a pas fait attention à ce qui se passait. Elles ont bu leur thé, elles ont mangé leur gâteau, elles ont payé la facture, puis ont quitté le petit salon de thé vers 15h. Donc, les 3 filles se sont baladées tranquillement dans les sentiers. Donc, il y avait Pauline à l'avant complètement de la file, Honora dans le milieu et Juliette à la fin. À un moment, Honora est un petit peu fatiguée, donc elle a dit hey, « Attendez, je vais prendre 2 minutes comme pour me reposer. » Les 2 filles se sont regardées et c'est là qu'elles ont compris que le moment était venu. Donc, Juliette s'est un peu éloignée du groupe et elle a comme échappé, entre guillemets, donc elle a fait tomber une petite pierre rose qui normalement est attachée à une bague. Ça, elle l'avait dans sa poche tout au long de la randonnée. Tout ça était prévu. Donc, elle a dit à Honora et à Pauline « Hey, venez voir ce que j'ai trouvé. On va essayer de chercher la bague autour. » Donc, Honora s'est approchée. Elle s'est penchée pour voir ce qu'il y avait au sol. Et tout ça est tellement planifié au quart de tour. C'est tellement cruel quand tu sais que tout ça est prémédité, là. Donc, pendant qu'Honora se penchait, Pauline est arrivée à l'arrière de sa mère. Elle a attrapé la brique qu'elle avait préalablement emballée dans des bas de nylon. Donc, elle l'a pris en vitesse dans son sac à dos et a frappé la tête de sa mère le plus fort qu'elle le pouvait. Donc, Honora a crié, elle a essayé de se protéger la tête de la brique. Mais pendant ce temps-là, Pauline continuait à la frapper jusqu'à temps que sa mère s'effondre. Et étonnamment pour les filles, ça a quand même pris du temps avant que sa mère tombe. Donc, plus sa mère résistait, plus Pauline frappait. À un moment, Juliette, qui voyait que son amie se fatiguait, a voulu l'aider. Donc, c'est elle qui a attrapé la brique et elle s'est mise à frapper de plus belle. C'est horrible. Quelle cruauté quand même, là. Il y avait du sang partout. Après plusieurs coups, Honora, qui était couchée sur le sol, était plus trop consciente, là. Elle émettait des bruits de fin de vie, donc, tu sais, du sang là, dans la bouche, dans la gorge. Ça fait comme des gurgling en anglais que ça dit, des soupirs, des gémissements de douleur. Pour l'achever, Juliette s'est penchée à son niveau et elle l'a comme attrapée par la gorge pour la retenir au sol pendant que Pauline continuait à frapper de toutes ses forces. Quand elles ont senti que c'était la fin, elles ont essayé de bouger le corps de Honora, mais il était beaucoup trop lourd. Donc les filles l'ont laissé là, elles sont parties à la course et se sont rendues au salon de thé pour appeler les secours. Quand la police a été appelée, il était 15h50.
Et apparemment que, bon, Agnès leur a donné comme des serviettes là, pour s'éponger, s'enlever un peu de sang sur le corps, sur les vêtements. Et apparemment que les filles auraient dit genre « Oh wow, genre elle est tellement gentille ». Ce que j'ai essayé de traduire de l'anglais, mais en anglais c'est encore plus choquant, c'est « Oh dear, isn't she nice ?» Puis les filles après ça se seraient mises à rire. Wow. La pauvre Honora Reaper a définitivement beaucoup souffert. Donc, elle avait 45 blessures superficielles sur son corps, dont 24 lacérations à son visage et sur son crâne qui avaient transpercé sa peau pour atteindre ses os. Elle aura été frappée à au moins 20 reprises. Elle avait du sang partout au visage, dans les cheveux et partout autour de son corps. Une fois que les filles étaient un peu plus propres, là, ça fait encore beaucoup de sang sur elles, mais au moins au visage et tout, elles ont demandé à Agnès d'appeler leur père. Mais là, Agnès essayait de comprendre ce qui s'est passé. Elle posait des questions aux filles et Juliette ne faisait que répondre « N'en parle pas, je peux pas en parler », tandis que Pauline lui a dit « Elle a glissé sur une planche et elle s'est frappée à la tête sur une brique. Sa tête n'arrêtait pas de se frapper pendant qu'elle tombait. » Elle a continué en disant qu'elles ont essayé d'aider Honora, de la relever, de la ramener, mais son corps était trop lourd, donc elles l'ont laissé là. C'est Dr. Home qui est allé au parc Victoria pour aller chercher les filles. Mais quand ils ont vu les filles pleines de sang, là, les parents de Juliette avaient de la difficulté à comprendre ce qui s'était passé. Dr. Home, il a dit à Hilda, écoute, les filles ont eu un accident. Hilda, elle a donné le bain aux filles pour enlever leur sang. Et tout de suite, le docteur est allé porter les vêtements des filles chez le nettoyeur. Ce qui est quand même assez rapide, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il voulait pas que les filles se réveillent le lendemain matin puis qu'elles soient confrontées à leurs vêtements pleins de sang. Ce que je peux comprendre, j'étais comme, au pire, tu jettes les vêtements, mais on est dans les années 50, je sais pas à quel point. Tu sais, le fast fashion, ça existe pas, là. Fait que je sais pas à quel point ils ont beaucoup de vêtements au point de s'en débarrasser de même, là. Après le bain, les filles ont été mises au lit. Elles ont mangé quelque chose de léger parce qu'elles avaient faim et se sont endormies. Pauline était très pâle, traumatisée, tandis que Juliette était plutôt excitée. Elle arrêtait pas de parler. Et les filles croyaient que le plus dur était passé, mais elles étaient loin de se douter de ce qui s'en venait. Plusieurs enquêteurs sont arrivés très vite sur les lieux du crime, mais il faisait déjà très noir, là. La nuit tombe assez rapidement en hiver. Puis juste vous dire combien il y avait de personnes sur les lieux. Je vais vous nommer les noms des gens qui étaient là puis leurs titres, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, là, vous allez voir. Le sergent détective Archie Tate, le détective Ferguson Gillis, la constable Audrey Griffiths, le sergent Hope, l'inspecteur Duncan McKenzie et le détective senior MacDonald Brown, le coroner Ted Taylor, le pathologiste de la police Dr. Colin Pearson et le photographe de la police Bill Ramage. Donc, clairement, on peut voir que l'événement a été pris au sérieux parce qu'ils ont envoyé comme leurs meilleurs policiers enquêteurs sur place. Donc, c'était difficile de bien voir parce qu'il faisait noir dehors, donc ils pouvaient seulement s'éclairer avec une lampe de poche. Mais il y avait encore le corps de la victime, toujours tiède, la brique, ainsi que les bas de nylon de la victime, sa chaussure, son dentier, son chapeau et ses gants, son sac à main et son cardigan blanc. Ils ont pris des photos, ils ont sécurisé la scène de crime, ils ont mesuré des choses, ils ont dessiné des sketchs et ils ont pris des notes. En voyant la scène, là, immédiatement, ils ont remarqué que le corps avait été un peu déplacé. Donc, si c'était un accident, en tout cas, il n'aurait pas été déplacé. Malgré que les filles ont dit qu'ils ont essayé de déplacer le corps en faisant croire que c'était un accident. Mais ils ont aussi vu que Honora avait des marques dans le cou, ce qui montrait qu'elle avait été ou étranglée ou retenue au sol. Bien sûr, les experts ont tout de suite remarqué aussi les blessures aux mains de la victime, ce qui montrait qu'elle avait essayé de se défendre. Et toute la scène de crime était très messy. C'était pas bien fait, c'était pas propre. Et clairement, ça n'a pas été long pour que tout le monde constate que c'était pas un accident. Impossible que ça soit un accident, que c'est un meurtre. Et d'ailleurs, dans les notes du sergent détective, on peut lire « La personne décédée a été attaquée avec une férocité animale qui est souvent constatée lors de meurtres brutals. » À 19h30, la police a appelé Shelley Holm
pour dire qu'il s'en venait interroger les filles. Hilda, pendant ce temps-là, en attendant que la police arrive, est allée tout de suite dans la chambre de sa fille pour faire un ménage rapide. Elle a rassemblé toutes les notes de sa fille, ses cahiers scolaires, ses scrapbooks, ses lettres de Pauline et son journal intime, parce qu'elle se doutait qu'il devait contenir des choses assez compromettantes. Puis en panique, elle a tout caché pour pouvoir tout détruire le lendemain matin. Et quand les filles se sont réveillées, ben là, Pauline était hystérique. Elle n'allait pas bien du tout. J'imagine qu'elle commençait à réaliser ce qu'elle avait fait. C'est d'ailleurs elle qui a été interviewée en premier par la police. Ce qu'elle a dit, selon sa version des faits, c'est que les filles marchaient. Juliette était très loin à l'arrière. À un moment, sa mère a comme glissé, elle est tombée puis elle s'est frappée la tête sur la brique. Ensuite, les filles auraient essayé comme de la lever pour la secourir, mais elles n'étaient pas capables, donc c'est là qu'elles sont parties à la course pour aller demander de l'aide. On s'entend que tout ça est peu probable. L'enquêteur a demandé à Pauline comment elle a su que sa mère était morte, puis elle a juste dit « Ah, il y avait tellement de sang que c'était pas mal sûr qu'elle était morte. » Ensuite, ils ont interrogé Juliette, qui a donné la même version des faits que Pauline. Vraiment une version identique, soit qu'il y avait eu un simple accident. Un peu plus tard, toujours la même soirée, Juliette s'est fait dire, en privé par sa famille, que la police soupçonnait fortement que c'était un meurtre et que là, Juliette devait dire la vérité. C'est là qu'elle a demandé à parler à la police et elle leur a dit « Ok, je vais vous donner une autre version des faits, mais là, je vais vous dire la vérité. » Donc cette fois-ci, elle a dit qu'effectivement, elle marchait avec les deux filles et qu'à un moment donné, elle s'est comme éloignée du groupe parce qu'elle a trouvé comme une petite pierre rose sur le sol. Elle s'est dit « Ah, il doit y avoir une bague pas très loin », donc elle s'est mise à chercher. À un moment, elle a levé la tête pour chercher Pauline et sa mère et c'est là qu'elle a vu que Honora était sur le sol et qu'il y avait du sang partout. Selon elle, elle a trouvé Pauline dans un état de panique totale. Fait que ça, c'est sa version des faits. Et là, les deux policiers la croyaient. T'sais, ils se disaient, OK, là, ça, c'est la vérité. On parle d'un meurtre, mais Juliette n'est pas vraiment liée au meurtre. Et je pense aussi que l'apparence de Juliette a beaucoup joué là, dans l'enquête, parce que Juliette, c'est une belle petite fille, adorable, mignonne. Fait que les enquêteurs l'ont comme prise en pitié, ils ont eu beaucoup d'empathie pour elle, puis ils se disaient « Hey, elle vient d'une famille vraiment riche, éduquée, clairement, elle n'aurait pas pu faire ça. » Et Pauline, de son côté, était vraiment moins souriante que Juliette, moins charmante, fait que les enquêteurs se sont dit « Ah ben regarde, c'est sûr que c'est elle, elle serait capable de faire un meurtre, mais pas la belle Juliette. » Donc cette soirée-là, Pauline a finalement été arrêtée pour le meurtre de sa mère et amenée au poste de police. Et elle a aussi vite réalisé que Juliette n'était pas accusée du tout, donc que ça serait juste elle qui serait accusée, mais ça lui dérangeait pas. Elle se dit « Ok, ben je vais maintenir cette version des faits-là, je veux surtout pas causer du tort à ma meilleure amie ni à sa mère, donc je vais faire croire que Juliette n'est pas mêlée au meurtre de ma mère. » Et effectivement, rendue au poste, Pauline a avoué avoir tué sa mère avec la brique, mais que Juliette n'a rien à voir dans cette histoire-là. Dans le fond, elle était plus loin, donc elle s'en est pas rendue compte. Et là, écoutez ça, c'est assez spécial, mais pendant que Pauline attendait au poste, elle a vu comme un petit bout de papier vierge qui traînait, donc elle l'a pris et elle s'est mise à écrire dessus pour ensuite le placer dans son journal intime. Donc, elle voulait vraiment prendre des notes de ce qui se passait. Et ça disait « J'ai réussi le meurtre avec succès. Tous les membres de la famille Home ont été extrêmement gentils et remplis de sympathie pour moi. Ils pensaient tous que ça irait bien pour moi. J'ai eu un bon moment à parler avec la police et je me comportais comme si je n'avais aucun souci. Je n'ai pas encore eu la chance de parler à Deborah, mais je prends le blâme pour tout. » Quand le détective a vu cette note-là, il l'a immédiatement saisie et en lisant la phrase « Je prends le blâme pour tout », là, il y a une cloche qui a sonné chez lui. Probablement que la petite Juliette, toute mignonne, était impliquée dans le meurtre et que c'était pas juste Pauline la coupable. Le lendemain, c'est au tour à Juliette d'être arrêtée. Elle est amenée au poste de police et là, les deux filles partagent la même cellule, sont tellement contentes de se retrouver, elles n'arrêtent pas de jaser, de potiner. Elles font comme si rien n'était arrivé, mais l'important pour elles, c'est qu'elles étaient ensemble. Bien sûr, le meurtre de Honora Reaper a vraiment choqué
la ville de Christchurch en entier, mais pas juste Christchurch, la Nouvelle-Zélande, pas mal le monde entier, là, ça a été pas mal médiatisé, parce que, premièrement, il n'y a jamais eu d'événement aussi tragique dans la ville de Christchurch. Là. Fait que il n'y avait pas grand meurtre qui se passait là. Mais là, non seulement on parlait d'un meurtre très, très brutal, tu sais, mais aussi il y a un côté très rare à ce meurtre-là. Donc, premièrement, des filles qui tuent, il n'y en a pas beaucoup. Des adolescentes en plus, c'est encore plus rare. Et en plus, on parle d'un matricide. Ça arrive jamais, là. Tu sais, on doit pouvoir compter les matricides faits par des filles adolescentes dans le monde, là, sur les doigts de notre main. Tu sais, ça arrive pratiquement jamais, statistiquement parlant. Tu sais, aussi, le profil des filles surprenait, parce qu'on parle de 2 filles qui allaient quand même dans une très, très bonne école. Puis là, je sais que je le dis beaucoup, mais je vais en revenir, mais surtout Juliette, qui était une fille qui, en apparence, était calme, était charmante, vraiment mignonne. Puis elle venait d'une famille riche avec des parents assez connus en ville. Fait que c'est sûr que ça allait attirer les médias. Ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est qu'aucune des filles démontrait quelconque émotion face au meurtre. Elles étaient aucunement touchées par l'histoire. Au contraire, elles aimaient leur notoriété et même célébrité après les meurtres. On a assigné des très bons avocats aux filles qui ont tous les deux déterminé qu'il serait mieux pour les filles de plaider la folie. Comme ça, il y aurait de meilleures chances de s'en sortir et surtout d'avoir des peines de prison plus clémentes. Lorsque les filles ont été analysées, étudiées par des docteurs, des psychiatres, tous les professionnels étaient vraiment surpris de constater ce qu'ils voyaient, là. Les filles étaient comme arrogantes, au-dessus de leurs affaires, impolies avec le professionnel de la santé. Elles avaient aussi aucune émotion, aucun remords. Même qu'à un moment, Juliette a dit, et je cite, « Il y a rien à la mort de Honora Reaper. Après tout, c'était pas une femme heureuse. Et même que la journée avant qu'on la tue, je crois qu'elle s'attendait à ce que ça arrive. Il n'avait pas l'air de s'en préoccuper. » Quand le docteur lui a demandé si elle avait des regrets, elle a répondu « Aucun. Bien sûr, nous ne voulions pas que ma famille soit associée à ça. Mais nous sommes toutes les deux terriblement heureuses depuis que c'est arrivé. C'est comme un blessing in disguise, donc une bénédiction inespérée. » Quand on demandait aux filles de raconter ce qui s'était passé, donc plusieurs professionnels, les enquêteurs, les avocats, il faut quand même qu'elles racontent plusieurs fois les événements. Elles étaient heureuses de le faire, elles racontaient l'histoire avec entrain, sans oublier aucun détail. Donc l'avant-procès devant le jury a pris place le 15 juillet 1954 et les journalistes sur place ont vraiment noté l'attitude irrespectueuse des filles. Dans le London Daily Mail, on disait que durant les 7h30 de procès, les filles n'ont pas arrêté de rigoler, de se chuchoter des trucs à l'oreille, de bâiller, de gribouiller des choses sur du papier. Le Sydney Morning Herald disait qu'à 2 reprises, les filles ont dû être averties car elles n'arrêtaient pas de rire et de se parler, et qu'en réalité, elles avaient l'air de s'emmerder. C'est comme si elles ne réalisaient pas à quel point la situation était grave, puis à quel point ça regardait pas bien pour elles. Le vrai procès a eu lieu le 23 août 1954. La salle de cour était pleine à craquer, et même que des douzaines de personnes attendaient dehors devant le palais de justice. Encore une fois, les 2 filles adoraient ça. T'sais, elles posaient pour la caméra, elles saluaient les gens, elles souriaient. Elles adoraient toute cette célébrité. Quand on a lu les charges pour les 2 filles, elles ont toutes 2 plaidé non coupables. Et c'est vraiment intéressant de lire ça, puis vraiment dans le livre, là, tout ça est extrêmement détaillé, les procès et tout. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que ma vidéo est déjà assez longue, mais c'est intéressant parce que la question n'est pas si les filles ont commis les meurtres, parce que les 2 l'ont avoué, on sait que les filles ont commis les meurtres, mais c'était plutôt de savoir si, au moment des meurtres, les 2 filles étaient sound of mind, donc si elles étaient saines d'esprit, si elles réalisaient ce qu'elles faisaient. Les 2 docteurs qui ont analysé les filles ont comme plaidé, ou ils ont plaidé que les filles souffraient de paranoïa causée par la folie à 2. Je vais vous donner une courte définition de la folie à 2 là, sur Wikipédia, rien de sérieux, mais quand même. La psychose partagée ou psychose induite est un phénomène psychiatrique résultant de l'adoption de la thématique délirante d'un individu psychotique et du mode de vie qui est lié par un proche également psychotique.
C'est vraiment fascinant parce que là, si on prouvait que les deux filles souffraient de folie à deux, donc d'une psychose partagée, ben là, on pouvait prouver qu'elles n'étaient pas légalement responsables des crimes. Durant le procès, on a aussi parlé de leur homosexualité. Là. C'était vraiment un gros sujet dans le procès, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme une maladie mentale. C'est assez fou, là, parce que jusqu'en 1974, l'homosexualité était catégorisée comme une maladie mentale dans le DSM. Jusqu'en 1954, en Californie, des femmes lesbiennes se faisaient encore donner des électrochocs pour se faire guérir. Donc, selon les docteurs, l'homosexualité des filles ainsi que leur psychose les aurait carrément poussées au meurtre. On a aussi parlé de leurs nombreuses maladies, donc l'infection aux os de Pauline quand elle était petite, la pneumonie et la tuberculose de Juliette. Bref, tout ça leur aurait causé de l'isolement, du stress, ce qui les aurait rendues vulnérables à la psychose. Ce qui est quand même pas fou, tu sais, c'est bon d'aller fouiller dans le passé, dire, OK, dès leur jeune âge, ils ont eu une enfance difficile, la tuberculose de Juliette, évidemment, ça l'a isolée, ça a causé du stress, c'est sûr que t'es plus sensible à faire un épisode de santé mentale, ça c'est pas fou, mais là, de mêler l'homosexualité là-dedans, on s'entend, c'est une autre époque. Je veux pas, encore une fois, trop m'éterniser là-dessus, mais bref, on a déterminé que non, la folie à deux n'était pas une cause du meurtre, parce que on peut pas prouver que les filles n'étaient pas saines d'esprit au moment des meurtres, fait que la défense de la folie ne marchait pas. Au moment de trouver un verdict, le jury s'est retiré et ça leur a pris en tout 2 heures pour déterminer, pour donner une réponse. Quand ils sont rentrés dans la salle de procès, Pauline regardait droit devant elle, sans émotion. Et le sourire de Juliette s'est effacé bien vite en voyant les membres du jury entrer dans la pièce. Les 2 adolescentes ont été reconnues coupables du meurtre de Honora Reaper. Quand on leur a lu le verdict, les filles n'ont eu aucune émotion. Et pour la sentence, due au fait que les filles étaient mineures, elles s'en sont vraiment bien sorties parce que, à cette époque-là, en Nouvelle-Zélande, lorsqu'on parlait d'un meurtre, la peine était automatiquement la peine de mort par pendaison. Mais là, vu qu'il s'agissait de mineurs, les filles étaient condamnées à une peine de prison indéterminée selon la décision de Sa Majesté. Tu sais, c'est dit comme ça. Autrement dit, jusqu'à ce que le ministère de la Justice décide de les libérer. Dans les notes personnelles des filles, on a trouvé une liste de 8 noms qui étaient comme les prochains sur leur liste. Donc, 8 personnes que les filles auraient aimé assassiner. Donc, sur la liste, on trouvait étonnamment les noms de Agnès Ritchie, la pauvre madame qui a un commerce de thé, et son mari. Il y avait aussi le sergent détective et 3 professeurs de leur école secondaire. Donc, clairement, les filles n'avaient aucun remords face au meurtre parce qu'elles planifiaient ou auraient aimé tuer d'autres personnes. Bien entendu, il y avait une petite faille à leur plan diabolique parce qu'à aucun moment, les filles ont pensé que Dem, quand on va être envoyé en prison, va sûrement être séparé. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Les 2 filles ont été envoyées dans des centres de détention différents. En prison, la famille de Juliette allait beaucoup lui rendre visite. Elle lui amenait des fleurs, des livres, ce qui faisait vraiment plaisir à Juliette. Mais c'était loin d'être des conditions idéales parce qu'en prison, c'était une vieille prison, les cellules étaient froides, humides, il y avait des fuites d'eau partout, il y avait même des rats. Ce qui est loin d'être l'idéal pour une jeune fille qui souffre de tuberculose. Pauline, de son côté, se croyait célèbre à cause de toute l'attention médiatique qu'elle avait reçue. Donc, elle était méchante et mesquine avec tout le monde. Et même avec les agents correctionnels, elle était vraiment arrogante, impolie, les envoyait chier. Les 2 filles, évidemment, se manquaient l'une et l'autre, mais elles n'avaient aucun droit de s'écrire. Fait que leur plan, là, était loin d'être réussi. Oui, ils ont réussi à tuer la mère de Pauline, mais là, elles vont être séparées à vie. Donc, les 2 filles auront passé un grand total de 5 ans en prison, ce qui est tellement pas beaucoup lorsqu'on parle d'un meurtre aussi violent et prémédité, là. Mineur ou pas, c'est très peu. C'est même frustrant de lire ça. La condition de leur libération, c'est qu'à aucun moment, les 2 filles avaient le droit d'entrer en contact avec l'une et l'autre. Parce que c'est pas faux, tu sais, on va se le dire, là, ça prend quelqu'un de vraiment cold-blooded, là, de quelqu'un
qui a du sang-froid pour faire un meurtre aussi extrême et violent et brutal. Mais selon les experts, si ces deux filles-là ne s'étaient jamais rencontrées, ils pensent pas qu'elles auraient commis des meurtres. Puis je suis quand même d'accord, tu sais, c'était la relation entre les deux qui était tellement malsaine que ça les a menées à l'extrême. Mais si Juliette n'avait jamais rencontré Pauline ou si elles étaient jamais devenues amies, mais c'est très possible qu'elle n'aurait jamais tué. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même d'accord avec ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Je dis pas que c'est des bonnes personnes. Je dis pas que... Tu sais, je dis rien de tout ça. Mais... je pense pas qu'en soi, les filles sont dangereuses. Je pense pas nécessairement qu'il s'agisse d'un cas de folie à deux. Mais nécessairement, les filles se sont comme entraînées puis embarquées dans leur cruauté. En prison, les deux filles ont quand même poursuivi leurs études. Chacune d'elles a obtenu un baccalauréat. En sortant de prison, elles ont changé d'identité et ont même quitté la Nouvelle-Zélande. Juliette Holmes a emprunté le nom de Anne Perry et elle a déménagé en Australie, tandis que Pauline Parker est devenue Hilary Nathan. Elle a déménagé en Angleterre, où elle est devenue, tenez-vous bien, une religieuse. En fait, suite à leur sortie de prison, les deux filles se sont pas mal déplacées. Là. Anne Perry, par exemple, elle a vécu en Australie, ensuite elle a déménagé en Angleterre, puis finalement aux États-Unis, plus précisément en Californie, où elle est devenue membre de l'Église mormon. Plus tard, Pauline Parker, qui trouvait que la vie de nonne, de sœur, de religieuse n'était pas pour elle. Elle a déménagé, puis est allée vivre dans un endroit assez reclus, isolé, puis elle est comme devenue une ermite, là, de ce que j'ai lu. Puis c'est fou parce que les deux filles, ils ont rebâti leur vie par la suite, mais à aucun moment, les deux filles ont comme révélé leur réelle identité. Mais là, je vous ai gardé vraiment le meilleur pour la fin, moi je trouve. En fait, quand j'ai découvert ça en lisant cette histoire-là, j'étais comme... No fucking way. OK, écoutez ça. Je sais pas si vous vous rappelez d'une citation que j'ai mis au début, que je vous ai fait part au début. Cette citation venait d'une autrice, une fameuse Anne Perry. Donc, Juliette Holmes, a.k.a. Anne Perry, est devenue une autrice célèbre à succès. Fait que vous avez bien entendu, elle est devenue très célèbre, là. Tu sais, c'est quand même... Tu tapes son nom, t'as plein d'entrevues avec elle, page Wikipédia pis tout. Elle était comme autrice de des romans policiers historiques. C'est quand même ironique qu'elle écrive des romans policiers avec ce qu'elle a fait. Moral choices, and also I think very seldom does any tragedy occur where only one person is to blame. Usually a lot of circumstances have combined. And it's very much an idea that, in my mind, that it's not just one person, but we all contribute to things that happen for better or worse, and we are responsible for our own contribution. When I was 15, I committed a crime as an accessory. I was involved. What was the specific crime? I helped someone kill another person. Which person? Their mother. This was a friend of yours? Yes. I think it would have been the worst thing that could ever have happened to me in my life if somehow they'd said, well, look, you know, you were under medical treatment, these are mind-distorting drugs, I'm sure you're not really wicked, you go ahead and forget about it. I think that would have been totally destructive to me. D'ailleurs, en 1994, il y a un journaliste qui a découvert sa vraie identité puis qui l'a rendue publique. Et à ce propos, elle a dit, et je cite, « Ça me semblait si injuste. Tout le travail que j'ai fait comme membre honnête de la société a été menacé. Et encore une fois, ma vie a été interprétée par quelqu'un d'autre. Ça s'était passé en cours quand j'étais mineure. Je n'ai pas eu le droit de parler et j'ai entendu tous ces mensonges à mon propos. Ensuite, il y a eu un film et personne n'a pris la peine de m'en parler. Je savais rien à ce sujet avant qu'il sorte. Tout ce à quoi je pensais, c'était que toute ma vie allait s'écrouler et que ça pouvait tuer ma mère. Je sais pas quoi penser parce que moi je crois, il y a même une loi, une règle, le droit à l'oubli, le droit à la seconde chance, là, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, plusieurs années plus tard, tu pourrais être poursuivi même si tu nommes quelqu'un qui a été reconnu coupable. Je crois, là, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je sais que cette loi-là existe. Fait qu'effectivement, elle a le droit à l'oubli, puis tu sais,
elle a commis un meurtre quand elle avait 15 ans. Mais là, rendue à 60 ans, ça te tente-tu que tout ça sorte au grand jour? C'est vraiment difficile, parce que si t'as fait tu sais, tu peux faire une mauvaise affaire, mais est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Tu sais, si après ça, elle a été un bon membre de la société. Donc, oui, mais là, elle se pose vraiment en victime. Tu sais, elle a quand même vécu sa vie dans l'anonymat, puis elle a pu rebâtir sa vie, puis devenir célèbre et pratiquer un métier très, très envié de tous, là. Fait qu'elle se pose autant en victime qu'elle soit fâchée contre le journaliste. Je suis comme pas d'accord, là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais tu sais, en même temps, si tu veux changer d'identité, est-ce que tu vas devenir une personnalité publique? Tu sais, elle est devenue connue, c'est sûr que ça allait sortir. T'sais, si moi j'avais un passé criminel, ben en faisant des vidéos YouTube, tu risques quand même que ta vraie identité sorte au grand jour, je trouve. Malgré tout ça, ces livres ont quand même continué à se vendre après. Puis moi je dis ça a sûrement même augmenté sa popularité. Sa carrière est loin de s'être arrêtée après ça. Elle a vendu des centaines de milliers de livres, là, tu sais, elle a écrit beaucoup de livres, là, je check sa page Wikipédia, puis genre, nomination au prix Agatha du meilleur roman en 1990, nomination au prix Agatha du meilleur roman en 1992, nomination au prix Edgar Allan Poe du meilleur roman en 1997, prix Edgar Allan Poe de la meilleure nouvelle en 2000, nomination au prix Macavity du meilleur roman en 2001, et nomination au prix Agatha du meilleur roman en 2008. Donc, tu sais, c'est ça. Elle a écrit des livres jeunesse, de la poésie, des romans, tu sais. Et souvent, ces livres étaient classés comme top best-seller là, selon le New York Times. Fait que elle a vécu une vie de rêve quand même après ça. T'sais, elle a eu de la chance, si je peux dire ça comme ça. Elle est morte l'année passée, d'ailleurs, en 2023, à l'âge de 84 ans. Fait que c'est ça, pour cette histoire... Ça amène beaucoup de questions éthiques. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais tout ce qui est niveau, est-ce que tu as le droit de refaire ta vie après et de garder l'anonymat? Est-ce que si tu tues une fois, ça fait de toi une mauvaise personne pour la vie? Puis est-ce que les deux filles, si elles s'étaient pas rencontrées, elles auraient commis ce meurtre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi ou n'importe quand tu peux flipper si tu tiens avec les mauvaises personnes, si tu fais des mauvais choix? Bref, je vous laisse sur tous ces questionnements. Si vous avez aimé cette histoire, il y a le film Heavenly Creature de 1994 qui est au sujet de cette histoire. Les actrices sont nul autre que Kate Winslet et Melanie Lynskey. D'ailleurs, le film a reçu un Oscar. Je vais juste vous montrer le livre. 2 petites secondes. Donc, ma plus grosse source pour cette vidéo vient de ce livre. C'est Anne Perry and the Murder of the Century. C'est de Peter Graham. Il semble assez récent, fait que je pense que vous pouvez le trouver dans des librairies usagées, là, en anglais, ou sinon vous pouvez le commander, sinon disponible sur Amazon. C'est rare ça, mais c'est pas mon livre préféré de True Crime. Il est très très lourd à lire, excusez, là. Il est très lourd à lire parce que ça met beaucoup le contexte historique, sociologique de l'époque. J'ai même skippé des chapitres, là, je fais jamais ça. Aussi, c'est parce que, tu sais, je voulais les informations du meurtre, de l'après-coup, mais je voulais pas nécessairement la vie entière du père de Juliette, là, tu sais, il y a vraiment des chapitres que ça peut être long, mais si ça vous intéresse, tout ça, le contexte historique, c'est bon, là, tu sais. Justement, il y a des chapitres entiers sur comment c'était perçu l'homosexualité à cette époque-là, tu sais, c'est super intéressant. Mais aussi, il y a tous les livres que les filles lisaient, il y a des grosses citations des livres qu'elles lisaient, qu'elles écrivaient aussi, fait que voilà. Mais je vais quand même mettre un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Fait que voilà pour cette vidéo longue, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si encore une fois, c'est une vidéo longue qui va être difficile à monter pour mon monteur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, pas beaucoup de photos, ça fait tellement longtemps. Mais voilà, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau podcast. Over and out.